Bien, merci, bonjour. Donc oui, je vais vous raconter une histoire basée sur des observations et des données scientifiques, mais je ne vais pas trop expliquer les méthodes et les données, je vais plutôt vous donner les messages, les conclusions qu'on en tire. Et donc, c'est le lien entre la diversité génétique et l'évolution des volailles, ce qui s'est passé depuis la poule de jungle, qui existe toujours d'ailleurs, jusqu'aux souches modernes. Et donc, je vais utiliser différents travaux qui ont été faits avec des collègues de mon unité, Xavier Rougnon, Bertrand Bédom, mais aussi avec des statisticiens, Mahendra Mariadassou et Pierre Nicolas, INRA et AgroParisTech. Alors, donc, tout ce que je vais vous raconter s'appuie sur 3 types d'informations, de données. Ça peut être des données archéologiques. Il n'y en a pas beaucoup, parce que les os de poulet, ça ne se conserve pas bien dans les sites archéologiques. Et la poule de jungle, elle est plutôt en forêt, et les sols forestiers ne sont pas appropriés à la conservation. Les palmipèdes ont plus de chance, mais bon, moi je ne suis pas très compétente sur les palmipèdes, mais dans les limons ou près des rivières, il y a beaucoup plus de fossiles. Donc il y a quand même des fossiles. Ce sont des petits bouts, parfois ils migrent entre les couches, donc il y a certaines publications il y a des controverses entre spécialistes sur la datation précise, mais au moins ça donne des repères. Alors, il y a quelques documents historiques aussi. Il y a quand même les hiéroglyphes ou les bas-reliefs égyptiens, où on voit le premier coq à crête en pois, par exemple. Et puis des documents romains, moyenâgeux, sur les... Donc, tout ça, on peut l'utiliser. Alors, il y a des données phénotypiques. Là, il y a 2 grandes catégories. Les données phénotypiques dites sur les caractéristiques visibles, la couleur de la plume, la forme de la crête. Ça, c'est décrit depuis des siècles. Et même dans les tableaux du Moyen-Âge, on a des éléments. Après, il y a le phénotype au sens plus économique, quantitatif, vitesse de croissance, nombre d'œufs. Là, on a des données beaucoup plus récentes, seulement quelques dizaines d'années. Parce qu'on peut avoir des données avant, mais quand c'est à dire d'experts, ou même encore maintenant, parfois il y a des enquêtes avec des poules qui font spontanément que des œufs de 70 grammes sans avoir été sélectionnés. Bon, moi, j'y crois pas, mais il y en a qui l'ont vu, alors donc ils le disent. Donc voilà, c'est pas forcément ces données-là que je vais utiliser. Et puis après, on a beaucoup de données moléculaires parce qu'en fait, le génome, il raconte l'histoire de l'espèce. Donc c'est comme une archive. Et maintenant qu'on a progressé dans les méthodes pour lire le génome, on reconstitue une histoire. Bon, on essaye quand même de faire coïncider, si possible, avec des documents indépendants de type archéologique ou phénotypique, quand c'est possible. Donc, le premier type de données moléculaires pour lesquelles je vais vous donner des exemples, c'est sur l'ADN mitochondrial, qui permet de raconter une histoire assez ancienne, ou de marqueurs moléculaires sur les chromosomes. Et puis maintenant, on passe carrément au séquençage du génome entier, puisque la séquence de l'espèce poule est connue depuis 2004. On en est à la 5e version du génome, donc c'est le génome d'oiseau le mieux connu, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes et de zones d'ombre. Et finalement, on se sert de cette approche à la fois pour l'histoire, mais pour aussi comprendre la base de la diversité phénotypique. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'au niveau de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, il y a environ 2000 races de poulets domestiques décrites dans le monde. Donc un petit peu de différentes tailles, couleurs. Et il y a 4 espèces de coqs sauvages en Asie du Sud-Est. Le Gallus gallus, qui est très répandu, le Gallus sonerati uniquement en Inde, le Gallus lafayetti uniquement à Ceylan, et le Gallus varius uniquement en Indonésie. Donc ça fait quand même assez longtemps que les gens se sont demandé quelle était laquelle espèce parmi ces 4-là était l'ancêtre du poulet domestique. Bon, alors en général, je vais vous montrer des exemples, mais je peux vous dire tout de suite que ça a toujours été le Gallus gallus, qu'on a considéré comme l'espèce ancêtre, et qui a une aire de répartition plus grande. Alors, ce qui s'est passé au niveau des données archéologiques, il y a eu en fait des résultats en Inde et des résultats en Chine, avec des controverses toujours existantes. C'est moi le premier où il y a de la domestication, mais non, c'est l'autre, et puis etc. Donc, je ne prends pas parti sur le nombre de foyers de domestication, mais il y a quand même des données, alors objectives. Après la datation, il peut aussi y avoir des querelles de spécialistes, dont je ne suis pas, mais dans la vallée de l'Indus, donc il y a l'Inde, et puis Chine, ça peut être plutôt la région Sud-Chine, Nord-Vietnam. Depuis 2-3 ans, il y a eu des publications sur le nord de la Chine,
où ça a fait l'objet de critiques dans des journaux scientifiques en disant que c'était pas vraiment réaliste ni crédible parce qu'il faisait trop froid et donc la poule de jungle c'est quand même une poule des forêts tropicales. Alors après d'autres ont sorti les archives du climat en disant oui mais à l'époque il faisait pas aussi froid que ça au nord de Pékin. Donc je ne suis pas allée vérifier moi-même parce que je ne suis pas une paléoclimatologue, mais on doit pouvoir le faire. Hein. Mais ce qu'il faut retenir dans ces deux types de données, c'est que finalement, il y a eu des voies de migration un peu différentes à partir de l'Inde ou de la péninsule Vietnam, Thaïlande. Il y a eu une migration par le sud et par l'océan et l'arrivée d'animaux par l'Égypte, tout pour l'océan Indien. Et donc il y a une arrivée de poulets qui finalement ont suivi les hommes dans leur voyage maritime. Et une des explications qui m'a été fournie par un non-spécialiste, c'est qu'au départ, l'intérêt des coqs et des poules, c'était plus la distraction que la consommation. Parce qu'un coq de jungle ou une poule, il n'y a pas beaucoup à manger dessus. Une poule de jungle, elle ne fait pas beaucoup d'œufs. Par contre, pendant les longs voyages maritimes, le combat de coq, c'était très apprécié. Puis en plus, on pouvait quand même manger la victime à la fin. Donc finalement, beaucoup de publications s'entendent pour dire qu'une des motivations initiales à la domestication était plus le loisir et une motivation plus culturelle qu'alimentaire, parce que c'était quand même pas une espèce très productive avant qu'on commence à la sélectionner. Et donc c'est facile à transporter, donc ça a accompagné. En Indonésie, ils utilisaient aussi le coq varius, qui a un chant très bizarre. Ils le mettaient en haut des bateaux, il servait de vigie. Et donc, quand il y avait du brouillard, c'était le premier qui détectait s'il y avait un autre mouvement parce qu'il avait peur. Et donc, ils utilisaient, enfin, ça a été traduit, moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas consulté les documents officiels, mais certains collègues m'ont dit que si, il y avait encore d'ailleurs une tradition d'utiliser certains coqs en haut des mâts de bateaux de pêche pour guider le bateau dans le cas de danger. Alors pour ceux qui accompagnaient les marins, donc ils sont arrivés en Égypte, finalement en Europe par la Méditerranée, et donc ça c'est un groupe de races anciennes qu'on appelle les races méditerranéennes, qui ont un phénotype plutôt de poules légères, très type poule de jungle, alors que ceux qui sont arrivés par la Chine, en Chine il y a eu de la sélection, alors peut-être pas il y a 5000 ans, mais depuis de 2000 ou 3000 ans, il y a quand même des races locales chinoises assez costauds, quoi. Les Cochins, les Brahmas, et qui ont migré vers l'Europe, qui sont arrivés par le continent. Donc il y avait les races continentales en Europe, qui sont arrivées par la route de la soie, enfin uniquement par voie continentale jusqu'à l'est de l'Europe, et d'autres qui sont arrivées par voie maritime, plutôt par le bassin méditerranéen. Alors, donc, quand on regarde, si on veut essayer de retrouver ça, on peut étudier ça sur les données de l'ADN mitochondrial. Alors, c'est un petit ADN, une séquence de 500 à 600 nucléotides, qui ne recombine pas, elle est transmise uniquement par la mère. Donc ça permet de tracer la voie maternelle de transmission. Alors il y a quand même des mutations, c'est pour ça qu'il y a de la variation sur cet ADN mitochondrial. Et donc on peut comparer les séquences de tout un tas de poulets, soit anciens, sur des os anciens, soit des poulets actuels, et des poules sauvages actuelles, et des poules domestiques actuelles. Et donc ça a été fait notamment par une étude donc, publiée par des Chinois. Alors, je crois que c'est Miao et pas Mao, mais enfin, c'est pas grave. Donc, ici, il y a 4887 poulets dont l'ADN mitochondrial a été étudié et ils ont identifié donc tous ces groupes A, B, C, D, E, F, G, H, I. C'est ce qu'on appelle un haplogroupe. Ce sont des séquences qui se ressemblent plus entre elles. Donc, c'est pour ça qu'on fait des arbres. Donc là, celle-ci et celle-ci se distinguent par une mutation en position 217, celle-ci en position 315. Ces trois-là ont toute la mutation en 217, mais celle-ci en une en 224 en plus. Celle-ci n'a pas la 224, mais elle a la 355. Donc, puis ainsi de suite, on fait des groupes. On appelle ça des haplogroupes. Et ce qu'on voit tout de suite j'espère que vous voyez dans la map monde. Donc là, on a des camemberts avec, en gros, une couleur par haplogroupe. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que en Chine, en Asie du Sud-Est et en Inde, là, tout ça, on a beaucoup plus de couleurs dans le camembert que sur les autres continents.
Donc ça, c'est assez diagnostic d'un centre domesticatoire, parce qu'on peut voir un centre domesticatoire, c'est l'origine de la diversité qui après se disperse, et quand elle va loin, elle arrive loin, et là, eh ben, il n'y a qu'un petit échantillon de la diversité qui est arrivé, et donc plus on s'éloigne du centre de domestication, moins on a de diversité, alors qu'au centre de domestication, à moins qu'il y ait une catastrophe climatique ou une guerre, etc., il continue à y avoir une grande variation. Donc c'est déjà ce qu'on peut conclure de cette diversité, et de voir qu'en donc en Afrique, on a deux catégories principalement, puis en Europe, on a une catégorie dominante, comme au centre de la Russie, avec quelques petits variants, mais très minoritaires. Et cette couleur-là, c'est le type E. Le groupe E, l'aplogroupe E, c'est celui qu'on trouve chez tous les poulets commerciaux. En fait, les lignées commerciales qu'on a sont loin d'exploiter toute la diversité initiale des poulets domestiqués. Parce que ce n'est pas les mêmes qui ont voyagé, c'est ceux qu'on a choisis pour faire évoluer des performances, et on n'a pas fait ça à partir de toutes les origines possibles. Et alors, l'Amérique, alors en Amérique du Nord, ça y est, des fois ils sont vexés, les collègues, parce que nous aussi on a eu un projet sur le séquençage, et on n'a pas échantillonné de poules en Amérique du Nord. Parce qu'en fait, il n'y a aucune race endémique en Amérique du Nord. L'Amérique a été le continent où les poules sont arrivées en dernier. Donc, quand on s'intéresse à la domestication et l'évolution des races de poules, on prend plutôt l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, et bon, l'Amérique, pas tellement. Bah, pour une fois, voilà, et donc, on a une collègue qui a fait sa thèse au Vietnam et qui avait trouvé donc un nouvel haplogroupe qu'elle a appelé H, puisqu'on était jusqu'à I. Elle a appelé H. Donc, quand on continue à échantillonner des poules sauvages, on peut trouver encore de nouveaux haplogroupes. On n'a pas, épuisé la diversité possible. Et sur les poules sauvages, ils avaient 51 individus, et ils avaient donc les mêmes AG étaient inclus dans les AI qu'on avait pour les domestiques, plus 4 autres groupes qui n'existent que chez les sauvages, et 24% de l'ADN mitochondrial qui étaient des cas isolés, qu'on ne pouvait pas, ou alors ils constituaient chacun un groupe à lui tout seul. Parce que la poule de jungle est heureusement, encore une aire de répartition suffisamment grande pour être assez variable. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un cas particulier du poulet domestique, c'est une des rares espèces pour lesquelles il y a l'espèce ancêtre sauvage encore assez abondante. Alors, on a d'autres façons de présenter ça. Si on regarde celui-ci, où là, on voit la différence quand même entre l'Inde et la Chine. La Chine, donc, c'est les groupes A, B, C, principalement en Chine. On a donc du bordeaux, du rouge et puis du bleu clair. Alors qu'en Inde, l'aplogroupe D, celui-ci, on le trouve qu'en Inde, et puis quelques-uns, mais pas beaucoup en Chine. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre l'Inde et la Chine. On pouvait s'en douter par ailleurs, pour d'autres raisons, mais là, ça se voit bien sur les haplogroupes des poulets. Et la poule domestique de l'Inde, c'est le rose, là, qui se retrouve donc en Inde, à Ceylan, en Malaisie, et un petit peu aussi en Chine. Enfin, le rose et le rouge, on ne le voit pas trop de loin. Et donc, il y a des haplogroupes, là, ceux qui sont plus orange, qui sont plus dans la péninsule ici. Et le H, alors le H, c'est le bleu très foncé, c'est ce bleu-là qui n'est trouvé qu'au Vietnam sur l'ensemble. Donc, il y a eu quand même, maintenant, on commence à avoir des jeux de données assez complets. Tant qu'on peut arriver à échantillonner, on continue à référencer cette diversité. Alors, si on récapitule ce qui a été fait sur quelques échantillons anciens, avec une publication en 2012, on voit quand même que l'explication actuelle, c'est que la domestication, on ne va pas polémiquer entre l'Inde, le Nord, globalement en Asie du Sud-Est. Donc, c'est parti par la mer vers l'Est, vers le Japon, vers la Mélanésie. Alors là, il y a encore des controverses, mais potentiellement, ça a pu traverser le Pacifique Sud parce que les courants sont assez favorables, même pour des marins qui ne sont pas des champions du Vendée Globe. Et à ce moment-là, arrivé en Amérique du Sud. Donc ça, c'est uniquement voie maritime vers l'Est. Après, il y a eu les voies maritimes vers l'Ouest, ce que je racontais tout à l'heure, ou des voies continentales vers l'Ouest. Et les derniers donc, à avoir voyagé, c'est ceux qui sont allés de l'Europe en Amérique du Nord par la mer. Alors sur l'Amérique du Sud, donc, c'est toujours une controverse, parce que certains considèrent qu'il y a vraiment eu quelques poules qui sont arrivées depuis la Mélanésie par le Pacifique. D'autres disent que ce sont uniquement des poules post-colombiennes, après l'arrivée de Christophe Colomb, et donc on viendrait de l'Europe. Alors, il y a eu un cas particulier, c'est qu'il y a la race Araucana, qui est du sud du Chili, ici,
qui a une particularité d'avoir la coquille d'œuf bleu. Et il existe une race traditionnelle chinoise qui a aussi la coquille d'œuf bleu. Donc on s'était dit, ben, c'est peut-être un lien historique, la race Araucana vient de cette race chinoise. Et quand la mutation œuf bleu a été identifiée, hein, c'est une insertion d'un rétrovirus dans un gène particulier qui change la synthèse de bilirubine. Au niveau moléculaire, alors bon, on a bien vérifié, pas moi, mais certains collègues, parce qu'il y avait une publication chinoise qui disait qu'ils avaient une mutation en Chine, et puis après, les Chiliens, ils disaient qu'ils n'avaient pas tout à fait la même. Alors, parce que si ça avait été la même, après, on pouvait se dire, bon, ben, les deux races ont la même origine. Et à 24 bases de différence près, le rétrovirus n'est pas inséré au même endroit, ce qui est quand même très... Ben, c'est comme me dit un de mes collègues, la foudre est tombée 2 fois, mais pas tout à fait au même endroit, à 24 bases près, donc c'était un peu étonnant. Mais donc, de ce fait, on est resté dans une situation non déterminée. Est-ce que cette race Araucana, qui a des caractéristiques morphologiques qui n'existent pas en Europe, est-ce qu'elle est plutôt arrivée par l'Asie ou par l'Europe? Donc, il reste toujours des sujets non résolus. Alors, quand on regarde les races en Europe, ici, là, c'est un arbre fait sur les haplogroupes mitochondriaux entre des races locales. Alors, ici, en jaune, ce sont les races des éleveurs amateurs des Pays-Bas. En vert, ce sont les pondeuses œufs bruns. En bleu, les poulets de chair, les lignées mâles. En rouge, les poulets de chair, les lignées femelles. Et en, je sais pas ce que ça ressort comme couleur, une espèce de violet foncé ou marron, la pondeuse œuf blanc. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une originalité des races locales. Elles ne sont pas toutes mélangées avec des races industrielles, puisqu'il y a quand même toutes les... Alors, elles sont toujours en E, hein, c'est toujours de l'aplogroupe E, mais là, il y a le E1, E6, E7. Les poulets de chair, eux, ils ont plutôt E5. Et ils ont quelques haplotypes aussi B et A, qui sont des haplotypes venant de Chine. Et donc, on voit bien qu'il y a une séparation entre les commerciales et les locales, et entre les pontes et les chairs, parce que toutes les souches pondeuses, c'est soit du vert, soit du violet. Et donc, on n'est pas du tout parti des mêmes... Enfin, ça, on le savait déjà, mais on le retrouve, même si on ne le savait pas, on n'est pas du tout parti des mêmes populations pour faire de la sélection ponte ou pour faire de la sélection chair. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quand même des mélanges et des flux de gènes entre le domestique et le sauvage? Alors là, c'est juste pour vous expliquer un peu la méthode. En gros, il y a... quand on a beaucoup de marqueurs moléculaires, il faut essayer de classer les animaux par rapport à leur génotype. Et donc, il y a une méthode qui s'appelle structure, où on se dit, il doit y avoir des sous-groupes dans ma population, mais je ne sais pas encore combien. Et je fais mes sous-groupes par rapport à une ressemblance, sans hypothèse historique, rien du tout. Et donc là, c'est ce qui est illustré sur ce rectangle ici. On a 3 codes couleurs, parce qu'il y a 3 groupes génétiques différents, 3 types de génomes. Et en fait, il y a des individus qui appartiennent 100%, ils sont d'une seule couleur, ils sont typiques d'un groupe, et d'autres individus qui sont originaires de croisements, peut-être pas de croisements récents, mais de croisements 2-3 générations avant. Et eux, ils ont une proportion de leur génome qui est plus proche du groupe 2, même si celui-ci a une grande proportion de son génome proche du groupe 1. Alors, on applique cette méthode dans beaucoup de cas. Et une collègue l'a appliquée au Vietnam. Alors, bon, ça peut faire décoratif aussi, mais enfin, quand on va du groupe de 2 à 7 groupes, ici, vous avez toutes les races commerciales et les races asiatiques, en gros, tous les poulets domestiques, et là, tous les poulets sauvages qu'elle a échantillonnés au Nord-Vietnam. Et puis après, on raffine en étant un peu plus exigeant sur le degré de ressemblance. Et ici, elle avait des poules sauvages, c'est la couleur jaune. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce beau graphique, c'est que si on regarde la couleur jaune, en fait, sur l'ensemble des hypothèses, est-ce qu'il y a 3, 4, 5, 6 ou 7 sous-populations, on a certaines populations qui restent jaunes tout du long. Donc ça, c'est les poulets du Vietnam, ça, c'est les sauvages. Et donc la conclusion, c'est qu'il y a des poulets dans les villages du Nord-Vietnam qui ressemblent à des poules de jungle sauvages. Parce que ce sont des régions où il y a des mélanges, la forêt n'est pas loin, et il y a des flux de gènes entre les poules sauvages qui sont dans la forêt et les poules villageoises divagantes qui sont un peu dans la forêt, un peu dans le village. Alors ce qui était un peu rigolo, c'est qu'elle a regardé aussi l'ADN mitochondrial sur les mêmes animaux, et là, elle n'a rien vu du tout. Donc en fait, on a conclu que l'introgression du sauvage vers le domestique était uniquement par le coq. Donc en vrai, les coqs sauvages séduisent les poules domestiques, mais dans l'autre sens, ça a beaucoup moins de succès. Ou le coq sauvage se défend beaucoup mieux ou protège beaucoup mieux son groupe de poules. Ça on n'a pas pu observer. Mais ça, c'est quand même un point important à connaître, parce qu'il peut toujours y avoir une alimentation de la diversité du poulet domestique à partir de l'espèce sauvage.
Alors un autre point qu'on a regardé, qui au début, ça c'était fortuit, avec un collègue suédois, on a une collaboration depuis 10 ans maintenant, pour essayer d'identifier tous les gènes à l'origine, enfin, qui sont responsables de ces modifications de couleur, de peau, de plumes, de forme, de crête. Et donc il y a le gène peau jaune, que je pense que tout le monde connaît, il y a des souches de poules à peau jaune et d'autres à peau blanche. Et quand on a identifié cette mutation, elle est localisée sur un petit chromosome. C'est une région de 24 kilobases qui est commune entre toutes les races à peau jaune. Il y avait un seul gène, ça tombait bien, c'était un morceau de chance, qui en plus est une enzyme qui dégrade les caroténoïdes. Donc si elle ne fonctionne pas, les caroténoïdes ne sont pas dégradés et la peau est jaune. Donc tout ça, ça collait bien. Et en regardant la séquence de ce gène, j'ai un collègue qui a dit mais c'est bizarre quand même parce que la séquence des poulets à peau jaune, elle présente presque 0,6-0,7% de divergence par rapport à celle du poulet domestique habituel, alors que normalement dans une même espèce on doit être à 0,1-0,2% de variation, il n'y a pas de raison qu'on soit à 0,6. Et alors c'est là qu'on est allé voir un autre Gallus, le Gallus sonerati, et c'est ce qu'on voit sur cet arbre-là. Ici, si on classe les différentes races de poules sauvages, enfin les domestiques et quelques sauvages, uniquement sur la séquence de ce gène qui détermine la peau jaune, et bien ce qu'on voit, c'est que la Leghorn, qui a la peau jaune, elle se classe avec la Gallus sonerati. Et le poulet triple jaune chinois, il se classe aussi avec une autre Gallus sonerati, c'est la Grey, la poule de jungle grise, qui est un échantillon qui vient du zoo de Delhi. Et ça, c'était un échantillon qui venait de Thaïlande. Donc, on a conclu que finalement, le caractère peau jaune était hérité d'une deuxième espèce de Gallus sonerati et pas de Gallus gallus, ce qui fait que le poulet domestique a deux papa-maman au lieu d'un. Enfin, bon, c'est quand même Gallus gallus à un très très fort pourcentage du génome, mais au moins pour la peau jaune, c'est une autre espèce. Et apparemment, ça s'est produit au moins 2 fois, puisqu'on n'a pas un seul cluster ici, on en a un où il y a la Leghorn, un où il y a une race chinoise à peau jaune. Alors de là, on s'est dit, si ça se trouve, il y a peut-être eu d'autres influences de Gallus sonerati dans la domestication. Alors là, ici, on a une carte plus jolie, où on voit tout le Gallus gallus, donc vous voyez la répartition majoritaire, le Gallus sonerati. Alors, il peut se rencontrer quand même avec le Gallus gallus. C'est une petite frange étroite, mais ils peuvent se rencontrer. Le Lafayetti, qui est sur une île. Alors, il y a un certain nombre de milliers d'années, je ne sais plus par cœur, désolé. Il n'y avait pas de mer ici. Donc, il a pu y avoir des rencontres entre le Lafayetti et le Sonerati. Par contre, le Varius, lui, il est quand même pas mal éloigné, loin des autres, géographiquement. Et on a étudié, cette fois-ci, là, on a fait du séquençage du génome entier. Et on a échantillonné des Gallus sonerati, Lafayetti et Varius dans des parcs zoologiques, parce que c'est plus difficile d'avoir des vrais échantillons sauvages. Alors, on a fait une analyse phylogénétique. Donc là, on a en vert les Gallus gallus sauvages, en orange les poulets domestiques, en violet les sonerati, les Lafayetti en rouge et les Varius en gris. Puis on disait, ça colle bien, on a bien nos Gallus gallus sauvages et domestiques d'un côté, et puis les 3 autres espèces sauvages bien séparées. Alors, on a fait pareil, enfin la postdoc, pas moi, avec les données de la mitochondrie qu'on avait dans l'ensemble du génome et les données du chromosome W. Et alors là, on a eu un choc parce que là, la sonerati était complètement avec les domestiques. On n'avait plus du tout le même arbre. On n'avait que les Lafayetti et les Varius qui se séparaient. Et finalement, après avoir vérifié tous les calculs, les données, etc., la seule chose qu'on a pu conclure et qu'on a pu vérifier sur l'ensemble du génome, c'est que il y a quelques siècles, il y a eu une introgression de Gallus gallus, d'Angolus sonerati, dans les parcs zoologiques en particulier. Parce que si vous regardez les poules de ces différentes espèces, elles se ressemblent beaucoup. Elles ont toutes un phénotype un peu neutre. C'est que les coqs qui ont vraiment des caractéristiques visibles très différentes. Donc, s'il y avait une poule Gallus gallus qui pondait mieux qu'une poule Gallus sonerati, peut-être que c'est elle qui a servi une fois. Et puis après, les sonerati ont pu rester entre eux, mais il est resté cette trace de la mitochondrie d'une maman Gallus gallus qu'on retrouve maintenant. Et il n'y a pas eu que la mitochondrie, parce que comme on avait tout le génome entier, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 9% du génome de nos 3 animaux sonerati qui venaient de Gallus gallus, probablement au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors donc maintenant, il faut qu'on soustrait toutes ces régions-là pour revalider s'il y a des régions de sonerati qui sont rentrées dans Gallus, puisque c'était une de nos questions. Donc pour cette historique de domestication, il y a quand même probablement plusieurs foyers. Il y a sans doute 2 espèces de Gallus sauvages à l'origine du poulet domestique.
Il y a des processus de flux de gènes qui existent toujours entre espèces sauvages. En parc zoologique, maintenant qu'on a des outils moléculaires, on peut peut-être aider les responsables de parcs zoologiques à les contrôler, ces flux. Mais ça existe aussi entre sauvages et domestiques dans certaines régions. Et donc la domestication, après, elle a continué sur ces poules sur lesquelles les éleveurs avaient la main, et il y a eu quand même une explosion de la diversité visible, et puis après une sélection sur la valeur économique, mais qui est vraiment le tout petit bout de l'histoire finale. Donc de la domestication à la sélection, en fait, souvent, moi je résume ça dans une espèce de cheminement. On a d'abord eu des populations domestiquées traditionnelles très variables. Ça a pris quelques milliers d'années, alors que la poule de jungle, elle évolue sur des millions d'années. Et là, il y a eu des mutations qui sont accumulées, de la migration. À partir de ces populations traditionnelles, typiquement les poulets villageois africains, ils sont tous comme ça, parce qu'il y a tout un tas de couleurs qui sont mélangées dans les mêmes villages. Après, il y a eu des races dites standardisées, c'est que là, il y a un choix. Moi, je veux que cette race, elle soit de cette couleur, parce que c'est la mienne, c'est celle de ma région, c'est pas celle du voisin. Donc, je choisis cette couleur, cette forme de crête, et je la nomme, c'est ma race. Et à partir de ces races standardisées, où là, il y a eu des effets fondateurs importants, de la dérive génétique, parfois de la consanguinité, à partir de là, on est parti pour faire de la sélection ou pour faire de la consanguinité en lignée expérimentale, puisqu'on en fait aussi expérimentalement. On peut recroiser des races entre elles, des lignées entre elles, pour faire des lignées qu'on appelle dites synthétiques. Ça, c'est un vocabulaire classique qu'on étudie, qui était déjà dans les manuels génétiques quantitatifs il y a 30 ou 40 ans, sauf que maintenant, ça paraît artificiel, alors qu'en fait, quand on utilisait synthétique, c'était pour dire qu'on mélangeait différentes races. Et donc tout ça, ça fait les ressources génétiques de l'espèce Gallus, l'ensemble de ces populations sélectionnées et pas sélectionnées. Alors le concept de race, il est très socio-culturel, on va dire, parce qu'il y a quand même une définition au sens strict d'une population fermée, qui a un nom, un ensemble d'animaux de phénotype homogène. Si on les reproduit, ils ont des descendants du même phénotype. On connaît les généalogies. Ça, c'est une définition un petit peu désincarnée de ce qu'est une race. Et puis, en fait, on se rend bien compte que la race animale, c'est une construction socio-économique avec quand même une base génétique. Mais il y a toute la dimension historique, la localisation, les usages, l'apparence qui compte. Le législatif, parce que finalement, la définition d'une race, c'est pas si simple que ça, même au niveau réglementaire. Et ça peut avoir des conséquences juridiques et commerciales en disant cet animal, non, il n'est pas de cette race-ci, il est d'une autre. Et est-ce qu'on pourrait reprocher à quelqu'un d'avoir récupéré des animaux d'une race sans le dire ? Alors, quand je dis qu'il y a une grande diversité morphologique, ça c'est un exemple qu'on peut voir sur la couleur du plumage, la répartition des plumes, le gabarit des animaux. Je pense que vous connaissez tout ça. Et simplement, on a ici notre petite pondeuse, notre future pondeuse et notre poulet de chair qui ont le même âge, mais pas du tout le même gabarit. Et alors là, j'ai pris un exemple sur les modifications morphologiques, parce que maintenant on connaît tout ça. On a différentes formes de crête. Je pense que vous avez déjà vu des races qui ont différentes formes de crête. Donc la crête en rose, donc on sait maintenant que c'est un gène qui s'appelle MNR2. La crête en pois, on sait que c'est une anomalie qui affecte le gène SOX5. Quand les deux mutations sont combinées, on a la crête en noix. Et il y a la crête double, ou en corne, où là, c'est une mutation d'un gène, alors EOMS, qu'on ne connaissait pas avant d'avoir étudié, on ne savait pas ce qu'il faisait chez le poulet avant d'avoir étudié ce phénotype. Par contre, là où ça résiste encore un peu, c'est pourquoi elle est en couronne, en V ou en corne ou en papillon, ça, on ne sait pas encore. Et donc, on continue à explorer les déterministes de ces phénotypes. Alors, si on regarde la diversité moléculaire, pas liée à un caractère, mais simplement la diversité du génome, il y a aussi des résultats assez récurrents, fondamentaux. Alors, ça, c'était dans un projet européen. Donc, quand on a des lignées consanguines, là, on a très peu d'hétérozygosie. Là, c'est l'hétérozygosie qui peut aller de 0 à 1. Le vert, ici, ce sont toutes les races standardisées, races locales, races d'éleveurs, d'élevage amateur. Ça peut aller de 25% à 55% d'hétérozygosie. En fait, on peut avoir des races anciennes, traditionnelles, qui sont très consanguines et d'autres qui ne le sont pas. Ça dépend de la taille des populations, ça dépend comment elles ont été gérées. On ne peut pas forcément dire à l'avance. Si on regarde les poules pondeuses, on est plutôt entre 40 et 50%, enfin celle-là 55%. Alors que si on regarde les broilers, c'est les roses là, les broilers, ils sont toujours au-dessus de 55%. Donc ça, c'est un peu une surprise. C'est qu'ils sont très sélectionnés depuis 50 générations sur la vitesse de croissance, et il y a toujours un niveau important de variation du génome chez les poulets de chair.
Donc on n'a pas épuisé la variation au sens variabilité du génome chez les poulets de chair. Et puisque la poule de jungle, elle, les échantillons qu'on avait, on est à 65%. Donc les poulets de chair sont assez proches encore de la poule de jungle si on regarde juste des marqueurs moléculaires. Normalement, si on regarde le poids corporel, pas du tout, quoi. Et puis à partir de ce référentiel, quand on a de nouvelles populations, là par exemple on a fait une étude sur les races françaises, donc entre l'Aoudan et la coucou de Rennes, on était dans cet intervalle-là, 40 à 60%. Et on avait fait aussi ça avec des collègues de Taïwan, avec leur race, où finalement on retrouve toujours la zone où il y a le plus souvent les populations. Alors quand on regarde la variabilité interpopulation, c'est-à-dire la distance entre les populations et pas seulement la variation intrapopulation, ce qu'on observe, c'est que, alors là, c'était des résultats qu'on a eus en travaillant sur les poulets villageois en Afrique. Donc là, c'est l'ensemble de l'Afrique. Ça, Duras, c'est 3 pays, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire. Ça, c'est Cameroun et ça, c'est Maroc. Et donc là, on a regroupé les données de ces 3 pays, 3 groupes pour faire ce qu'on appelle l'Afrique. Donc là, quand on a une valeur faible de cet ordre-là, inférieure à 0,10, ça veut dire que les populations ne sont pas très distantes les unes des autres. Il y a encore beaucoup de variations communes entre ces populations. Par contre, si on regarde les lignées sélectionnées, là on voit bien l'effet de la sélection. La distance elle est plus grande, 0,38, 0,28. La sélection a favorisé certains allèles, même s'il y a encore une diversité dans les races sélectionnées. Donc elles se sont éloignées des autres populations. Et ça, c'est tout à fait cohérent, alors que les poulets villageois qui n'ont pas été sélectionnés, dans l'ensemble, les allèles sont répartis au hasard, et donc il n'y a pas une différenciation aussi forte. Alors, on peut aussi détecter l'introgression entre des lignées commerciales et des poules locales. Ça, c'était un exemple fait au Maroc, donc sur des marqueurs microsatellites. Donc là, on a des blocs de couleurs. Alors ça, c'est les poulets de chair lignée maternelle, poulets de chair aussi lignée parentale, lignée mâle. Après, les lignées pondeuses œufs bruns, c'est cette couleur-là. Et puis, les pondeuses œufs blancs, c'est cette couleur-là. Et puis là, c'est encore un poulet de chair au-dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est que chaque lignée commerciale est très homogène. Il y a la même couleur, elles sont tous à côté les unes des autres. Par contre, les poules locales du Maroc, il y en a une ici, il y en a un peu là, il y en a là, il y en a au-dessus. Donc là, c'est beaucoup plus mélangé. Et quand on a mis des petites croix, je ne sais pas si on les voit bien de loin, les petites croix là, ça veut dire que pour ces animaux, il y a au moins 20% de leur génome qui pourrait provenir d'un des autres groupes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu de l'introgression. Et c'était finalement assez cohérent avec ce qu'on sait de la localisation de l'échantillonnage. Il y avait un couloir industriel à 50 km du village où on avait échantillonné les animaux. Donc probablement, il y avait eu des mélanges. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut dire à des éleveurs de race locale, là, vous avez des populations qui ne sont plus très locales. Alors on peut retrouver aussi l'histoire des populations. Ici, on avait classé des populations d'Asie et d'Europe. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a de ce côté-là de la ligne, la poule de jungle, toutes les races chinoises qu'on a, oui. Et puis les broilers, tous les souches de poulets de chair sont du côté des races asiatiques. Alors là, enfin ici, non, le broiler ici, et ça c'est l'œuf brun. Parce que l'œuf brun, on sait très bien que les souches à œuf brun, elles ont été constituées après des introductions nouvelles en provenance d'Asie au XVIIIe siècle en Europe. Donc on voit bien qu'elles ont une origine asiatique récente. Et on a donc là un paquet de races françaises qui, de facto, on va en déduire qu'elles ont plutôt une origine asiatique. Et tout ce qui est de l'autre côté, ça, c'est la pondeuse œuf blanc, la Leghorn, et toutes d'autres races françaises qui, elles, sont des races plus anciennes qui n'ont pas reçu d'introduction de race asiatique depuis 2 ou 3 siècles. Donc celui-là, je vais passer. Ça, c'est ce qu'on peut faire en analyse en composantes principales, où on voit qu'on a sur un axe ici des pondeuses et ici des broilers, donc un axe qui oppose de la pondeuse au broiler, et l'axe vertical qui oppose les gallus sauvages non apparentés aux gallus et aux domestiques. Et donc les questions auxquelles on peut répondre avec ces analyses, c'est quantifier la différenciation génétique entre les races, reconstituer la structure des populations, et associer une entité génétique à la définition d'une race. C'est-à-dire que maintenant, avec les marqueurs moléculaires, on peut quantifier la probabilité qu'un individu a d'appartenir à une race. Sauf que pour le moment, ce n'est pas réglementé, donc il n'y a aucun seuil qui dise c'est ce seuil qu'il faut ou pas. Et au niveau donc, des perspectives, on continue à étudier les mutations morphologiques. Quand on a un plus grand nombre de marqueurs, on a une structure plus fine de la connaissance du génome,
donc on peut mieux associer des caractères et des événements génomiques, mais par contre on ne va pas l'utiliser en gestion courante parce que c'est quand même beaucoup plus coûteux. Ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à accéder aux échantillons de populations variées, parce que finalement, on n'a pas forcément encore décrit toute la variabilité possible de nos poules. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter.